Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir rejointe pour cette présentation sur l'IA, la blockchain, qui sont les alliés. On va voir ensemble les alliés de la sécurité. On va voir comment et les applications. Je m'appelle Carmen Pisserus. Je travaille à la BSCC, branche service courrier colis à la Poste, expert sécurité et présidente de l'association Signal Spam qui lutte contre le spam et le phishing. On va un petit peu parler de tous les attaques. Alors avant, on en avait des post-it avec les mots de passe dessus. Qui met encore des post-it ou qui a mis une fois dans sa vie des post-it avec le mot de passe sur l'écran? C'est pas bien. Aujourd'hui, on est à ce niveau-là où même la machine à café, quand on fait notre café, elle envoie des données qui font le tour du monde. Donc les post-it et les mots de passe, c'est un petit peu fini. Alors, si on se rappelle un petit peu de l'évolution, dans les années 60, on a commencé à faire de la sécurité, mais de la sécurité physique sur les ordinateurs centraux. Donc, on commençait à l'époque à faire de la sécurisation physiquement, donc la gestion des accès et des choses comme ça. Restrictionner les accès, c'est là qu'on commence à se rendre compte que il faut protéger les serveurs, ce qu'on appelait à l'époque les mainframes. Dans les années 70, on commence à voir les premiers systèmes d'authentification avec des mots de passe, les premiers modèles de contrôle d'accès. On connaît ensuite le premier malware dans les années 80. Il y a le Computer Emergency, donc les CERT qui commencent à apparaître pour la réponse à l'incident. Donc en fait, ce qu'on voit tout au long de l'histoire, c'est qu'on a eu des virus qui sont apparus, donc on a eu des problématiques, enfin des attaques qui sont apparues, et on a réagi en conséquence, c'est-à-dire qu'on a construit les procédés, la gestion des incidents, la réponse à l'incident, tout ce qui est l'essor de l'e-commerce, ça nous a amené, avec l'apparition des virus, ça nous a amené à sécuriser les transactions, donc à faire du SSL. Il y a le PCI DSS qui sécurise, donc c'est des normes qui sécurisent tout ce qui est échange, paiement par carte bancaire. Et on arrive de nos jours où, à partir des années 2010, on a les ransomware qui sont des attaques de plus en plus sophistiquées. Et de nos jours, on a des attaques qui arrivent, et on va regarder ensemble, qui utilisent l'IA. Donc, ma question serait, est-ce que, et c'est un petit peu le but de ce talk, est-ce que l'IA et la blockchain vont nous aider enfin à répondre de manière proactive? Donc pas comme on l'a vu dans l'histoire, à chaque fois de façon défensive. Dès qu'il y a une attaque, on répond spécifiquement à cette attaque. Est-ce qu'on est enfin dans l'époque où on pourra prédire et ne pas faire les choses en réponse à l'incident? Alors, les attaques évoluent. Donc, on a vu un petit peu les premiers virus, les premières attaques. On découvrait, on répondait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des choses qui se compliquent et il va falloir répondre, utiliser les mêmes armes. En face de nous, on a des attaquants qui utilisent déjà l'IA pour des deepfakes. Alors, vous avez des deepfakes audio, vous avez des deepfakes vidéo. Tout ce qui est arnaque au président, ce qu'on connaissait avant avec des mails de phishing qui récupéraient un peu des informations sur des personnes dans l'entreprise qui avaient des droits pour faire des choses, faire des transactions. Vous savez aussi, ceux qui sont admins sur leur poste, etc., pour installer des logiciels malveillants, les malwares, les choses comme ça, les ransomware. Aujourd'hui, on essaye et on y arrive avec 3 secondes de voix de la personne à cloner la voix et à se faire passer par un dirigeant d'une entreprise afin d'extorquer de l'argent. Alors, l'IA dans la main d'un attaquant, il y a un exemple, ça s'appelle fraude GPT. C'est le ChatGPT sans les garde-fous qui ont été mis en place sur ChatGPT. C'est une IA qui va permettre à un attaquant qui commence à avoir de moins en moins de compétences techniques à créer des malwares, à créer du phishing. Alors,
sur le phishing, vous allez me dire, oui, on avait les kits de phishing. Alors, les kits de phishing, c'est vraiment des sites qui sont déjà faits, c'était le phishing as a service. C'est tous les outils, c'est comme une sorte de framework que n'importe qui peut utiliser et lancer du phishing. Aujourd'hui, FraudGPT peut vous donner des réponses sur comment construire le phishing, comment l'envoyer de manière efficace, comment le personnaliser. Si avant, on faisait les mêmes, on lançait une campagne et on ne la personnalisait pas, aujourd'hui, il peut scraper un peu tout Internet, les réseaux sociaux, etc., et personnaliser le phishing pour que ça parle encore plus à l'utilisateur et que l'utilisateur soit convaincu de cliquer dessus. FraudGPT va jusqu'à donner à l'attaquant des informations sur quels systèmes seront les plus sensibles et les plus faciles à attaquer. Donc, ça va être de plus en plus simple pour l'attaquant de réaliser les attaques. Sur les deepfakes, on va voir un exemple. Normalement, ça devrait marcher. Alors, c'est des vidéos que vous pouvez trouver sur Internet. In this video, see if you can tell what's real and what's AI. Thanks, Marissa. Okay. This bouncy house? It's AI, unfortunately. Looks fun, though. Which lamppost Essayez de is real? deviner si c'est vrai ou pas. That one's real. That one's AI. The bench, it's real. It's everyone's favorite game, Purse or Potato. Which one's real? This one's real. This one's actually not a potato. It's a yam. Are these flowers AI or real? They're real. Is this gazebo real? No, it's actually this gazebo thing. What about this easel? The easel is real, so if anyone was looking for a beautiful piece of art to hang in their home, you can't hang this piece because the art was AI generated. Sorry. Donc vous voyez un petit peu, c'est juste des exemples, c'est marrant, c'est fait juste pour... si vous êtes un peu plus proche, vous pouvez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y a un petit défaut dans les images. Parfois, c'est super bien fait. Donc c'est juste pour vous donner, vous sensibiliser à tout ça, parce qu'à un moment donné, en fait, et surtout les générations qui vont arriver, nous on a eu, enfin il y a des générations où on avait le vrai, on va dire, on savait ce qui était vrai, on n'était pas si habitués à ce que l'IA peut générer, mais les nouvelles générations qui vont arriver, ils vont peut-être que travailler avec l'IA, donc ça sera de plus en plus compliqué de savoir qu'est-ce qui a été généré, qu'est-ce qui est réel, de distinguer le vrai du faux. Ça va plus loin, ça c'est juste pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec, mais ça va plus loin dans... Ça va plus loin dans la manipulation des masses, les fake news, les choses comme ça. Et on perd peut-être cet esprit critique. Si d'un côté, quand on développe, on se dit on va plus vite parce que l'IA m'a aidé, on perd aussi le contrôle sur le code qu'on a développé parce que c'est quand même quelqu'un d'autre qui l'a fait à notre place. Donc il faut quand même qu'on garde cet esprit critique qui sera de moins en moins travaillé. Donc, si on le travaille de moins en moins, en fait, on a 57% des personnes qui pensent qu'ils peuvent détecter les deepfakes. Et en fait, il n'y en a que 24% qui peuvent vraiment le faire. Donc, on a l'impression qu'on va se rendre compte, mais finalement, parfois, même avec cette vidéo, on se rendait compte qu'on ne pouvait pas facilement, à l'œil nu, se rendre compte si la personne qu'on a en face, c'est une vraie personne ou c'est de l'IA. Parce qu'on arrive à faire le face swapping pendant l'école vidéo, le clonage de voix. Et en fait, c'est arrivé vraiment d'avoir des scams avec des personnes dans l'entreprise qui... l'attaquant a joué aussi sur le fait que l'entreprise était en crise, par exemple, en introduisant un élément, une personne extérieure, en faisant du face swapping et en demandant peut-être des actions qui vont nuire à l'entreprise, mais c'est juste parce qu'on est dans un rush et on ne fait pas attention qui est la personne et on n'a pas vérifié qui est la personne qui s'est connectée sur la conférence. Donc phishing plus, parce que voilà, je vous ai dit, on fait de plus en plus de vérifications, on récupère de plus en plus d'informations sur la personne pour que le mail passe et que l'utilisateur clique sur le lien. Donc on ne parlait plus vraiment de login mot de passe perdu, de brute force, d'attaque classique. Là, on va plus dans les armes qu'on va avoir pour se protéger. C'est plus de la détection de fraude en temps réel, audio et vidéo. Donc chercher
le fait que la vidéo n'est pas claire, un problème dans le son, quelque chose qui fera qu'on va se rendre compte que ce n'est pas une personne réelle dans l'intonation de la voix, etc. Donc, détection des anomalies, des mouvements de la personne. J'ai entendu quelqu'un qui a eu une arnaque comme ça en ligne et en fait, il a demandé à la personne d'enlever ses lunettes. Et là, ça a coupé. Voilà, il y a des choses que l'IA ne pourra peut-être pas faire, mais on ne pourra pas se rendre compte peut-être tout de suite. Et le renforcement des protocoles d'authentification, donc quand la personne, par exemple, se connecte à l'audio ou à la vidéo, il faut peut-être passer plusieurs méthodes d'authentification qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'on peut faire un peu plus loin. Tout ce qui est transaction, on va en parler, comment l'authentifier, comment la sécuriser. Et bien sûr, le monitoring et la formation des employés, bon, ça c'est quelque chose que les entreprises ont déjà commencé à en faire. Alors, on va parler de blockchain et ça va être un petit peu théorique, mais il y aura aussi des démos pour vous faire comprendre ce que c'est la blockchain et en quoi la blockchain va pouvoir nous aider dans la sécurité. Donc, la blockchain, c'est un réseau décentralisé de nœuds connectés entre eux, donc en maillage. Par définition, la blockchain, côté sécu, hein, donc je regarde vraiment que la partie sécurité. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le caractère immuable. Donc, toute transaction qui est effectuée dans la blockchain est stockée de manière irréversible. Donc, il n'est pas possible de supprimer cette information. Et on va faire une démo où je vais vous montrer que je ne pourrai pas modifier a posteriori et je dois conserver l'historique et je vais avoir une trace de la modification. Donc, c'est ça ce qu'on cherche un petit peu. D'ailleurs, ce qu'on cherche dans la sécurité, c'est toujours avoir une traçabilité des accès. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans l'historique. Première chose qu'on a regardé, c'est sécuriser les accès, donc aussi avoir de la traçabilité et surtout s'assurer que les données n'ont pas été modifiées. Mais je parle, il faut que je fasse la démo. Mince. Ah, ça s'affiche ? Oui. Alors, c'est tout simple, hein, j'ai fait juste un Python pour vous montrer. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ajouter un bloc. Je vais construire ma blockchain. Je vais faire une transaction. Si je l'affiche, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la transaction A, pourquoi je ne peux pas modifier une transaction sans que ça se voit? C'est parce que à chaque fois, les transactions sont hachées et en plus en fonction du hash précédent. Donc là, je vois le hash previous hash et le hash de ma transaction. Et je vais rajouter un autre, 1. Là, je vais l'afficher. Voilà. Donc, on voit la transaction B, c'est la même chose, previous hash, donc le hash précédent et le hash de la transaction. Je vais en rajouter un autre. Et ce que je vais faire, je vais essayer de modifier un bloc. Donc, je simule un hack. Et je vais essayer de modifier le bloc 2. Voilà, si j'affiche la blockchain, vérifier la validité, je vais vérifier la validité. Voilà, le hash du bloc 2, c'est normal, il ne correspond plus au previous hash du bloc 3. Si je veux réparer la chaîne, je dois recalculer les hashes. Je vais réparer la chaîne. Je réaffiche. Et je vérifie la validité. On va vérifier la validité. Voilà, la blockchain est valide. Donc voilà comment on s'assure que la donnée n'a pas été modifiée par un externe. Parce que souvent, on a peur de l'intrusion, la modification des données, la récupération des données par un tiers. Ça, c'est juste une démo toute simple. C'est juste une démo toute simple, hein. Après, je ne suis pas allée dans les détails. Ce qu'on peut voir aussi ensemble, c'est, je voulais vous parler du Zero Knowledge Proof. Donc là, c'est un système où un utilisateur il cherche à prouver son identité.
enfin, approuvé le secret, en fait, la validité de son secret à un valideur. Je vous parle de ça parce que aujourd'hui, on a de plus en plus de soucis dans l'entreprise sur quelles données personnelles je fournis et est-ce que j'ai vraiment besoin de fournir mon secret, enfin mes données personnelles pour prouver qui je suis. Donc, par exemple, est-ce qu'il faut vraiment que je montre ma carte d'identité pour montrer mon âge, pour prouver que je suis majeure. Donc là, par exemple, on a Alice et Bob. D'ailleurs, on les a vus ce matin. Donc, Bob veut savoir que Alice, elle est majeure. Donc, en fait, Bob, il va lui poser des questions mais pour vérifier si elle est majeure. Mais la question ne sera jamais « Est-ce que tu as plus de 18 ans ?» Du coup, on va faire une petite démo pour montrer comment il va faire. Donc l'idée, c'est de prouver son identité, prouver quelque chose sur, par exemple, ne pas se loguer, ne pas s'authentifier sur un site, s'authentifier sur un site, mais pas en donnant une information sensible comme le mot de passe. Mince. Donc, Peggy, mon âge, donc je vais donner l'âge de Peggy, et Victor, c'est le vérifieur, et Victor, il ne saura jamais mon âge. Alors, je vais dire que j'ai 34 ans. Donc, Peggy a un âge secret et ne veut pas montrer sa carte d'identité. Elle veut prouver à Victor qu'elle est majeure. Donc, Victor va lui poser plusieurs questions qui vont être des questions assez... exhaustive, parce qu'il ne va pas falloir que, pour empêcher que ce soit prédictible et que Victor il devine le secret de Peggy. Donc il va falloir que les questions soient aléatoires, qu'elles soient assez exhaustives pour que l'algorithme soit sécurisé. Donc là, il lui pose plusieurs questions pour vérifier si elle est majeure. Donc il dit, es-tu majeure? Donc plus... Est-ce que ton âge est plus de 18 ans? D'ailleurs, il peut lui poser la même question plusieurs fois. Donc là, vous voyez la même question plusieurs fois. C'est aussi pour triquer la personne en face. Pas forcément la personne, mais le système, je veux dire. Il ne faut pas que le système soit le système d'un attaquant en face. Donc, il lui pose la même question. Et ensuite, il lui pose des questions sur est-ce que l'addition de ton âge et de 2 est-elle plus de 20 ou des choses comme ça. Donc, c'est des calculs. Là, c'est des exemples simples, mais en faisant des calculs et en vérifiant si... en faisant des vérifications sur l'information, mais il n'aura jamais l'information brute. Le Zero Knowledge Proof, il est utilisé aujourd'hui, c'est un protocole cryptographique et il permet l'anonymat. Et il est utilisé aujourd'hui par la crypto-monnaie Zcash. Ça a été la première à implémenter la technologie. Aujourd'hui, on a aussi Google qui vient de l'intégrer pour prouver l'âge, sans dévoiler vraiment l'information, dans son wallet. Si on revient un petit peu... mince, je suis un petit peu en retard. Donc, on va aller vite. Donc, sur la blockchain, on a vu authentification, contrôle d'accès, conformité réglementaire. Donc, avec le Zero Proof of Knowledge, je peux mettre, par exemple, des audits. Je peux prouver que j'ai respecté la RGPD, mais pas vraiment en montrant les audits. Donc, je peux demander à un vérifieur. Je peux répondre à un vérifieur sans vraiment apporter... Donc, j'apporte la preuve, mais sans vraiment la dévoiler. J'ai des preuves d'intégrité. Je peux assurer la confidentialité des données. Je peux sécuriser les transactions, comme on a vu avec les hashes dans la blockchain, et je peux garantir la traçabilité, parce qu'on a vu ensemble que je ne peux pas modifier les transactions qui ont été déjà réalisées. Alors, vous allez me dire, la blockchain, c'est super, mais il y a quand même des... Et vous allez me poser la question, est-ce qu'il y a des attaques? Donc, le fait
avoir la majorité sur une blockchain, donc que la blockchain soit contrôlée par les attaquants à plus de 50%, du coup ça s'appelle l'attaque 51%, où les attaquants gèrent plus de 50% des nœuds dans la blockchain. Ça existe surtout ça peut arriver sur des blockchains privées ou très petites. Donc sachez que ça existe. Sur l'IA, parce que c'était un des alliés que j'ai annoncé dans le titre, donc on va en parler un petit peu. L'IA, c'est intéressant dans la sécurité. Alors, vous le connaissez, c'est l'IA que vous utilisez tous les jours, ChatGPT, etc. Là, on va parler vraiment de modèles entraînés, hein, une IA spécialisée, une IA qui apprend sur des modèles d'apprentissage, etc. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'à la Sécu, on a beaucoup on parlait ce matin de data, on a beaucoup de données. Les volumétries sont parfois immenses sur les accès réseau, sur les accès des utilisateurs, sur plein de choses, sur les applications. Et en fait, l'IA va nous permettre de surveiller, d'automatiser, de faire l'analyse prédictive, parce qu'on se posait la question en début de présentation, est-ce que enfin je vais prédire les attaques qui vont m'arriver, et est-ce qu'il faut vraiment que je modifie ou que je configure des seuils, parce que parfois on fait beaucoup quand on a du logiciel pour sécuriser les accès, on joue sur les seuils et on se dit bon, à quel moment je fais des faux positifs ou à quel moment je bloque les attaques. Donc tout ce qui est détection d'anomalies, d'intrusions, détection de logiciels malveillants et la prévention de la fraude. Je vais vous faire une petite démo sur la détection des anomalies. Donc je vais utiliser un... Voilà. Je le lance et j'en parle il est allé super vite. Donc, j'ai utilisé un algorithme non supervisé de machine learning qui permet de détecter des anomalies dans un jeu de données. Donc là, je n'ai pas vraiment eu à dire à l'IA, voici le seuil où tu dois séparer les accès. Donc là j'ai des utilisateurs qui ont fait, par exemple, 5... entre 0 et 5 authentifications qui étaient en erreur, et j'en ai entre 25 et 30 qui sont des anomalies, et c'est peut-être du brute force, quelqu'un qui essaye de brute forcer mon système. Donc en fait, l'algorithme non supervisé de machine learning, il isole les données atypiques, et c'est les données qui sont trop différentes de la plupart des autres données, et c'est comme ça que je peux détecter une intrusion, par exemple, dans mon système. Donc, si aujourd'hui, on faisait pas mal de choses à la main, on peut automatiser et même laisser l'IA apprendre par rapport à tout ce qu'elle peut voir. Un petit teasing pour la présentation que j'avais faite l'année dernière, pour ceux qui étaient là. On avait parlé de supply chain attack, et à l'époque, je parlais des intrusions dans la pipeline. Donc, quand vous déployez des logiciels, il y a plein de dépendances que vous embarquez dans vos builds, dans vos packages, et on n'a aucune traçabilité du fait que le package a été ou non modifié dans la chaîne d'approvisionnement du logiciel. Donc, si on utilise l'IA et on utilise la blockchain, on peut rajouter, d'ailleurs, c'est un des cas d'usage de la blockchain qui peut être intéressante, une blockchain privée qui vérifie vraiment toutes les étapes de build de votre application, du commit jusqu'au déploiement. Et l'IA peut prédire si jamais on a vu des supply chain attaques qui ont été détectées avec des pics de CPU parce qu'il y avait un logiciel tierce, un backdoor qui était exécuté par un acteur malveillant. Donc l'IA peut détecter ce pic de CPU qu'on n'aurait pas vu et que les gens l'ont vu par hasard. J'avais plein de choses à vous dire de plus, mais je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là et bon appétit.